Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première séance finalement du séminaire d'Écrire le monde, sciences et littérature des anciens aux modernes, que nous avons donc le plaisir de co-organiser Anne, Georges Tolias et moi-même. L'idée de ce séminaire est née d'une interrogation sur les liens qu'entretient la description littéraire du monde avec sa description scientifique. Quel lien, quel passage entre les cartes, les atlas, les nomenclatures scientifiques et les récits, qu'ils soient réels ou fictifs? Nous sommes partis de cette question. Se nourrissent-ils réciproquement? Entretiennent-ils des relations de concurrence? Proposent-ils une critique des autres régimes de description du monde? En partant de l'époque charnière que constitue l'invention de la science moderne au XVIIIe siècle, nous nous sommes demandé comment s'articulent ces modalités descriptives, non seulement à cette époque, mais dans une perspective diachronique. En effet, la période pendant laquelle se développent les instruments et les méthodes dits scientifiques pour expliquer les terres et les peuples coïncide avec une réévaluation de la connaissance que les anciens avaient de la géographie grâce aux apports de la philologie classique. Alors, je donnerai un exemple pour montrer la manière dont, à cette époque-là, cette question peut se présenter. Je prendrai le cas de Goethe, qui est un bon témoin de tout ce que charriait cette époque. Goethe est évidemment demeuré célèbre pour ses poèmes, ses pièces de théâtre et ses romans, mais il n'en était pas moins homme de science. Versé en anatomie, il a découvert l'existence de l'os intermaxillaire chez l'homme, ce qui était très important pour comprendre la place de l'homme dans le système animal. Il était versé aussi en géologie, il possédait une collection pétrographique de plus de 30 000 pierres à la fin de sa vie et a proposé des explications concluantes au sujet de la constitution des chaos granitiques, par exemple. Il avait aussi des connaissances très poussées en botanique. Il était en quête de la plante originelle, la Urpflanze, et s'était aventuré à proposer une théorie des couleurs qui devait battre en brèche celle de Newton. Alors, dans un de ses romans, Les affinités électives, en 1809, Goethe met en scène un capitaine géomètre qui propose de cartographier le domaine des amis qu'il héberge. Goethe décrit la scène de cartographie avec toute la précision requise, allant jusqu'à mentionner les instruments utilisés, aiguille aimantée par exemple, et la méthode, il évoque les calculs trigonométriques. L'établissement de la carte est le point de départ d'une tragédie provoquée par le réaménagement du domaine. Et on notera que dans ce livre, Goethe ne propose pas la carte du territoire. Il ne la publie pas, il ne la dessine pas. Il la décrit, tout comme il décrit le domaine dans le texte. Pourtant, son secrétaire dessinait, pendant la période de la rédaction du roman, une esquisse de ce territoire imaginaire. Goethe lui-même disait toute son admiration pour les cartes que Voss, par exemple, proposait des mondes antiques à la même époque. Lorsqu'il lisait et découvrait le texte des Nibelungen, Goethe esquissait l'itinéraire de ses héros, tout comme il cherchait à retracer le trajet de l'Exode sur une carte. Il avait donc une réelle connaissance et une pratique de la production de la carte, et il était conscient aussi de son historicité. C'était un grand lecteur de récits de voyage. Son roman Les affinités électives propose une réflexion sur les modalités de description du monde et sur les effets de cette description. Dans quelle mesure la carte permet-elle de réaménager le territoire et donc d'aboutir à la tragédie du roman? Le projet romanesque des affinités électives se situe au point de disjonction entre les modalités de représentation et de description du monde, par la cartographie, par l'appréhension immédiate et par la description littéraire. L'idée nous est donc venue de montrer le voyage d'objets, entendu au sens large, qui décrivent le monde à travers le temps et leur passage aussi d'un type de discours à un autre, leur reprise, leur discussion entre science et littérature. Je donne la parole maintenant à Anka. Merci beaucoup, Mandana. Donc, comme Mandana l'a dit, l'idée de ce séminaire nous est venue de nos discussions. Donc, antiquisant, nous sommes ici une antiquisante, moi-même, un médiéviste, moderniste, quelqu'un qui couvre donc une période très importante de temps et aussi un espace très important par la culture grecque, Georges Tolias, et on va donner la parole tout de suite, et Mandana, qui est spécialiste donc de littérature moderne et contemporaine, donc 18e, 19e et 20e siècle,
Elle a étudié donc le rapport entre carte et texte et maintenant entre discours scientifique et littérature. Dans cette littérature allemande très récente pour nous, pour les antiquisants. Pourquoi ce dialogue me semble-t-il important? Tout d'abord, parce que comme on le voit, dès qu'on commence à parler entre antiquisants et médiévistes modernistes, quand on parle de littérature et de sciences, nous ne parlons pas de la même chose. Plus exactement, quand on discute avec un moderniste, on voit tout de suite que nous, dans l'Antiquité, nous n'avons pas les mêmes concepts de science, c'est-à-dire de science moderne, qui se définit par une méthodologie, un vocabulaire, par la répétabilité de l'expérience seulement à partir du XVIIIe siècle. Donc, on a là au XVIIIe, XVIIe, XVIIIe surtout en clivage, une différence qu'il faut saisir et montrer davantage dans ce séminaire qu'il n'est d'habitude, que cela n'arrive d'habitude. On est donc dans une géographie ancienne, dans une méthode ancienne, empirique de décrire le monde jusqu'au XVIIe siècle et dans une perspective moderne, de science moderne à partir de cette date. Pour ce qui est des périodes anciennes, à Berlin, dans le Topos Excellence Cluster, nous avons déjà travaillé avec un certain nombre de personnes qui sont ici sur le concept de Common Sense Geography, c'est-à-dire d'une géographie qui est assez empirique et qui n'a pas donc mis au point une procédure bien standardisée de cartographier et d'étudier, de classifier l'espace. Et donc, on pense évidemment aux géosciences, donc avec sciences de la Terre, donc la géographie physique, ensuite la géologie, mais aussi aux sciences de répertorier et de classifier les peuples et, en rapport avec leur environnement, donc à partir de l'ethnographie et donc ensuite la géographie humaine. Tout cela n'existe pas dans l'Antiquité et il nous semblait utile de rappeler dans des séminaires qui permettent de confronter la vision ancienne et la vision moderne cette rupture, cette transformation, cette révolution entre le monde ancien et les mondes modernes. Qu'est-ce qu'on a dans l'Antiquité? Donc les descriptions des espaces qui tiennent donc de ce qu'on appelle très largement la logographie, donc en Grèce, ou de littérature, de literae, mais pas de littérature dans le sens moderne, spécialisé moderne, mais tout ce qu'on écrit, donc literae en latin. Donc, on a la logographie, le discours, le logos, le discours écrit, ensuite qui peut être en prose, et on peut avoir aussi des descriptions en vers, bien sûr. On a ensuite, à partir du 5e siècle, l'histoire, avec Hérodote, Thucydide, etc., qui est déjà un discours réfléchi, raisonnable, c'est-à-dire critique, qui peut être vérifié, qui tient aussi bien à la logique qu'à la vérification sur le terrain. Et on a la géographie seulement à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, avec Ératosthène de Cyrène, celui qui a inventé le terme et aussi qui a créé la première carte géographique, c'est-à-dire avec des coordonnées qui ne s'appelaient pas encore des coordonnées. Il l'a fait à Alexandrie, à la cour de Ptolémée III, après avoir pu calculer la circonférence de la Terre. Donc avec la géographie, on est vraiment dans quelque chose qui implique la mathématique, qui est à la croisée des mathématiques platoniciennes et d'une base de données littéraires, de périples, d'itinéraires et aussi d'histoire, de logoi et d'historiae, à la suite des conquêtes d'Alexandre le Grand en Asie. Par la suite, on a des descriptions en toutes sortes, mais tout cela s'inscrit donc dans des genres littéraires et seulement à partir de l'Antiquité tardive dans des disciplines plus ou moins bien définies. On est plutôt dans le genre littéraire que dans la discipline. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les cartes, comme on le connaît aujourd'hui, comme support surtout de l'apprentissage et de la contemplation, non pas comme support d'orientation, non pas tellement en tout cas de support de l'orientation dans le terrain, eh bien ces cartes existent depuis toujours, depuis l'époque archaïque, mais elles sont de plus en plus précises à l'époque romaine et elles se développe beaucoup. On commence à en avoir beaucoup de formes, de copies seulement à l'époque de l'Antiquité tardive.
Et donc, on est précisément dans ce phénomène de l'émergence des cartes comme support de l'apprentissage et support de la contemplation d'un pouvoir humain et divin dans le cas de la table de Petanger dont on va parler aujourd'hui, donc la plus ancienne carte du monde détaillée, conservée depuis l'Antiquité à travers une copie conservée jusqu'à nous, donc au moins une copie intégrale, presque complète de 13e siècle, d'époque médiévale, et avec une réception moderne donc, qui intéresse aussi les modernistes à partir du 15e siècle. Voilà un peu les questions. Donc, définition de qu'est-ce que c'est que la science, définition de qu'est-ce que c'est que la littérature. Tout cela nous sépare des antiquisants et modernistes, mais aussi une tentative de repenser ces rapports entre science et littérature en nous nourrissant donc des réalités de l'Antiquité et du Moyen Âge. Je donne donc la parole à Georges. Alors, bonjour à tout le monde. Et il faut avouer dès le début que la discussion est surtout entre Anka et Mandana, entre Anka Dan et Mandana Covid-Sani. Et moi, j'ai été fasciné par ce qu'elle proposait et j'ai proposé de participer et d'aider autant qu'il m'est possible. Mon domaine à moi, c'est plutôt c'est la période entre la fin du Moyen Âge et la première modernité, 14e, 15e, 16e, pas tellement 14e, 15e, 16e, 17e siècle. Et là aussi, le modèle antique continue à fonctionner pour le domaine de la science et de la conception du monde. Et on est dans le même système géocentrique aristotélicien ou platonicien ou même ptoléméen, si vous voulez. La géographie n'est pas une science, c'est pas un domaine même en soi. La représentation de l'espace, c'est quelque chose qui préoccupe constamment, de manière pérenne. Tout le monde, les praticiens, les savants, les hommes d'action, les hommes politiques. Il y a plusieurs moyens. La carte est atteinte de ces moyens. La description narrative est beaucoup plus courante, beaucoup plus. Les listes de noms des lieux, les itinéraires, plusieurs supports et manières de représenter le monde. On ne peut pas parler des sciences géographiques, on ne peut pas parler de littérature géographique non plus. Peut-être au XVIe siècle, Franck, tu es là, peut-être oui. Au XVIe siècle, petit à petit se forme un discours géographique qui n'est pas encore scientifique, mais qui se différencie du discours historique ou du discours encyclopédique, des questionnements encyclopédiques. Oui, 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 d'accord. D'une histoire de la création et toutes ces choses-là. Alors, je pense que cette période de première modernité, c'est le early modern period, l'aube de la modernité, avec son double aspect d'ouverture vers une conception, c'est comme on a appelé scientifique, qui nécessite l'intermédiaire des instruments techniques et d'une technologie acceptée et pratiquée par tout le monde. Et ça, c'est surtout une affaire de la fin du 18e et début du 19e, c'est surtout du 19e siècle. Avant cette période, avant l'avènement de cette perception, si vous voulez, technologique, technique des instruments, contre-intuitive, sans littérature, sans culture générale, sans savoir des textes anciens, sans savoir de description de voyageurs, des opinions de philosophes et tout ça. Cette période est charnière parce qu'elle garde toute l'Antiquité, parce que à travers l'humanisme, elle retourne à l'Antiquité, elle réactive ce savoir antique, la fameuse révolution entre plusieurs guillemets ptolémène, qui était une révolution parce qu'elle a imposé la carte, si vous voulez, dans la culture pas scientifique, pré-scientifique, dans le domaine des savoirs.
la carte comme moyen de mémorisation, d'organisation de savoir et des informations, et comme surtout moyen de planning, moyen d'organiser et de prévoir des choses, calcul de distance, calcul de coûts de transport, etc., etc. Voilà, alors je pense que nous allons apprendre beaucoup de choses au cours de ce séminaire. Et je rends la parole aux véritables organisatrices pour introduire les participants, les intervenants d'aujourd'hui, avec la première carte survivante dans l'histoire de la pensée et de la culture géographique. Voilà.